On s'est tous déjà retrouvés, je pense, dans cette situation, hein. Dans un supermarché complètement perdu devant 50 sortes de yaourts, ou alors le soir à faire défiler pendant une demi-heure le catalogue d'une plateforme de streaming pour finalement éteindre et aller se coucher. C'est un peu frustrant, mais bon, ça n'a pas de grandes conséquences. Sauf que cette sensation d'être paralysé par l'abondance, ce qu'on appelle le paradoxe du choix, ça s'applique aussi à notre argent. Et là, l'idée que plus il y a de choix, mieux c'est, peut devenir un piège qui coûte très très cher. C'est un piège redoutable, oui, parce qu'il est contre-intuitif. On a été éduqué, en quelque sorte, à penser que la liberté, c'est d'avoir le plus d'options possible. Sauf que les recherches en finance et même en psychologie qu'on va explorer ensemble montrent tout l'inverse. On va voir comment trop de choix d'investissement peut nous bloquer. Complètement. Et on va décortiquer les mécanismes psychologiques derrière ça, comme cette petite voix dans la tête qui nous dit qu'on est plus malin que les autres, ou la peur panique de regretter sa décision. Et j'imagine qu'on va aussi parler de la façon dont le monde moderne, avec les applications de trading sur smartphone, a un peu tendance à jeter de l'huile sur le feu. Exactement. On va voir comment ces plateformes utilisent des techniques très fines, parfois inspirées des jeux vidéo, pour nous pousser à agir sans vraiment réfléchir. Mais surtout, on va voir qu'il existe une approche alternative, une stratégie qui est d'une simplicité presque désarmante et qui est souvent bien plus efficace et qui ne demande quasiment aucun effort. La mission est donc claire, comprendre ces pièges pour mieux les déjouer et découvrir comment investir de manière plus sereine et, au final, plus performante. Alors plongeons ensemble dans ce sujet. Pour commencer, ce fameux paradoxe du choix, c'est une théorie qui sort d'où exactement ? Alors, ça a été popularisé par un psychologue, un certain Barry Schwartz. Son idée, c'est que face à trop d'options, notre cerveau réagit de deux manières très négatives. La première, c'est la paralysie. D'accord. C'est l'image du cerf qui est pris dans les phares d'une voiture. Il y a tellement de possibilités qu'on est juste incapable de bouger. La deuxième réaction, c'est le regret. Même si on arrive à prendre une décision, on est moins satisfait du résultat. Pourquoi ? Parce qu'on passe son temps à se dire « et si j'avais choisi l'autre option, elle aurait peut-être été meilleure ». Et ça, on le voit concrètement dans le monde de l'investissement. C'est pas juste une idée de psychologue. Ah non, pas du tout, c'est très concret. Il y a une étude assez connue qui a analysé les plans d'épargne retraite proposés dans des entreprises. Les chercheurs ont observé que pour chaque dizaine de fonds de placement supplémentaires offerts aux employés, eh bien la participation globale à l'ensemble du plan diminuait de 2%. Attendez, c'est fou ça. Ça veut dire qu'en leur donnant plus de choix, plus de liberté, l'entreprise obtenait l'effet inverse. Moins de gens épargnés pour leur retraite. Oui, et ça révèle quelque chose de fondamental. Ce n'est pas juste le nombre d'options, en fait. C'est le fait qu'on demande soudain à des gens normaux de devenir des experts financiers pour prendre une décision qui aura des conséquences dans 30 ans. La réaction la plus humaine face à une pression pareille, ce n'est pas de faire le bon choix. C'est de fuir. C'est de fuir, de se dire « je verrai ça plus tard ». C'est ce qu'on appelle la paralyse par l'analyse. La fameuse procrastination financière. On se dit qu'on prendra la décision quand on aura tout compris, ce qui, bien sûr, n'arrive jamais. Précisément. Et cette inaction, elle a un coût énorme. Les sources sont très claires là-dessus. Le temps, c'est l'ingrédient le plus puissant en investissement, à cause de l'effet boule de neige des intérêts composés. Pour donner un ordre de grandeur, attendre 10 ans pour investir une somme comme 10 000 €, ça peut littéralement diviser par deux le gain final au bout de 30 ou 40 ans. Ah oui, quand même. La procrastination est notre pire ennemi. Et le paradoxe du choix, c'est son principal carburant. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est même pas entièrement de notre faute. Notre cerveau est comme programmé pour tomber dans certains pièges qui nous poussent encore plus vers cette inaction. On entre dans le vif du sujet, les fameux biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour décider plus vite, mais qui, en matière d'argent, nous induisent souvent en erreur. J'imagine que le premier sur la liste, c'est celui qui nous fait tous croire qu'on est un peu meilleur que la moyenne, hein. Cette tendance à penser qu'on peut déjouer le système. C'est exactement ça. C'est le biais de surconfiance. C'est cette conviction intime et souvent inconsciente qu'on a une intuition spéciale, qu'on peut sentir le marché, choisir la bonne action juste avant qu'elle n'explose. Les études montrent que ce biais est particulièrement fort chez les investisseurs les plus jeunes, les moins expérimentés. Il les pousse à être hyperactifs, à acheter, vendre, changer d'avis tout le temps, en pensant être plus malins que les autres. Sauf que cette agitation, j'imagine, est rarement payante. C'est même le contraire. Mais il y a un autre biais, encore plus puissant pour nous paralyser, c'est la peur du regret.
On peut la décomposer en deux. D'abord, il y a le regret qu'on a déjà vécu, le regret expérimenté. Par exemple, quelqu'un qui a perdu de l'argent sur une action d'une entreprise tech il y a quelques années va peut-être se jurer de ne plus jamais toucher à ce secteur. Hmm. Sa décision future n'est plus guidée par une analyse, mais par la cicatrice d'une vieille blessure. C'est le principe du chat est chaud, des crains l'eau froide. Voilà. Mais il y a encore pire, c'est le regret anticipé. C'est la peur de se tromper avant même d'avoir agi. Ah, d'accord. On est face à deux options, A et B. Notre cerveau ne se contente pas de les analyser. Il imagine déjà la douleur insupportable qu'on ressentirait si on choisissait l'option A, et que 6 mois plus tard, on se rendait compte que B était bien meilleur. Cette peur de mal choisir est si forte qu'elle nous pousse à ne rien choisir du tout. C'est un moteur de la procrastination, en fait. Un moteur surpuissant. Donc, si je résume, on a d'un côté un trop-plein de choix qui nous angoisse, et de l'autre, notre propre cerveau qui nous tend des pièges avec la surconfiance et la peur de regretter. Et dans ce contexte déjà compliqué, débarquent les nouvelles plateformes de trading. Et elles ne sont pas du tout des outils neutres. Elles sont conçues très intelligemment pour appuyer précisément sur ces boutons psychologiques. C'est le phénomène de gamification ou ludification. Le but, c'est de transformer l'investissement, qui est une activité sérieuse et de long terme, en une sorte de jeu vidéo, rapide, amusant et surtout addictif. J'avoue que je suis déjà tombé dans le panneau. On achète une petite action, l'écran de l'application s'illumine en vert, il y a une pluie de confettis virtuels, et pendant 5 minutes, on se sent comme un génie de la finance. Même si, au fond, on n'a aucune idée de ce qu'on vient de faire. C'est exactement l'effet recherché. Le cerveau ne fait pas la différence entre une récompense réelle et une récompense simulée. Chaque animation de victoire, chaque notification qui dit « l'action X a grimpé de 2%, ça déclenche une petite décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. Le cerveau apprend très vite à associer le fait de cliquer sur « acheter » ou « vendre » à cette petite sensation agréable. Et il en redemande. Donc ces confettis ne sont pas juste un gadget pour rendre l'application plus sympa. C'est une véritable stratégie pour jouer avec la chimie de notre cerveau. Tout à fait. Il y a une étude citée dans nos sources qui est assez parlante. Des chercheurs ont créé une plateforme de trading simulée. Ils ont promis à un groupe de participants des points de récompense sans presque aucune valeur réelle à chaque fois qu'ils faisaient une transaction. Résultat, ce groupe a réalisé 39% de transactions en plus que le groupe qui n'avait pas de points. 39% de plus. Oui. Juste pour des points virtuels. Ça montre à quel point notre cerveau est sensible à ces mécanismes de récompense immédiate. Le problème, c'est que cette frénésie de transactions, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour bien investir sur le long terme. C'est l'ennemi absolu du rendement. Chaque transaction peut générer des frais, des impôts, et surtout elle est souvent dictée par une émotion, une impulsion, plutôt que par une stratégie réfléchie. Et là, on touche à un conflit d'intérêts majeur. Le modèle économique de beaucoup de ces plateformes, qu'on appelle parfois Payment for Order Flow, les rémunère en fonction du volume de transactions de leurs clients. D'accord. Pour le dire simplement, c'est comme si un guide touristique était payé non pas pour la qualité de la visite, mais pour le nombre de boutiques de souvenirs dans lesquelles il vous fait entrer. Son intérêt n'est plus aligné avec le vôtre. La plateforme a intérêt à ce que l'on soit très actif, alors que notre intérêt financier, c'est souvent de ne rien faire. C'est un point absolument crucial. Si essayer de choisir l'action parfaite ou de prévoir les mouvements du marché est un piège, amplifié par la technologie, quelle est l'alternative ? On fait quoi? On met tout sous le matelas? Ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée de battre le marché. C'est l'essence de ce qu'on appelle la gestion passive. Au lieu de payer très cher des gérants de fonds pour qu'ils essayent de sélectionner les meilleures entreprises, on va simplement chercher à répliquer la performance moyenne de l'ensemble du marché. On achète un tout petit bout de toutes les grandes entreprises du monde sans se poser de questions. L'outil pour faire ça s'appelle un ETF ou un tracker. C'est un fonds qui suit automatiquement un indice boursier, comme le MSCI World pour les actions mondiales. D'accord, donc une paie ses gérants une fortune, on leur confie notre argent en pensant que ce sont des génies de la finance, mais concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à battre le marché? C'est la question qui vaut des milliards. Et la réponse des études est brutale et constante depuis des décennies. Sur une période de 10 ans, plus de 90% des gérants de fonds dits actifs n'y arrivent pas. Plus de 90%. Oui, 9 gérants sur 10 font moins bien que si on avait simplement acheté un ETF qui suit le marché sans rien faire.
C'est presque une loi mathématique. La performance moyenne de tous les investisseurs est égale à la performance du marché. Si certains font mieux, d'autres doivent faire moins bien. Et quand on ajoute les frais très élevés qu'ils prélèvent, il devient presque impossible pour la majorité de surperformer. Et ça nous amène au point clé, j'imagine, les coûts. C'est le nerf de la guerre. Les frais sont le meilleur indicateur de la performance future d'un placement. En France, un fonds d'action classique, géré activement, facture en moyenne autour de 2% de frais par an. Un ETF qui suit un indice mondial facture souvent moins de 0,4%, parfois même sous les 0,2%. À première vue, on se dit que la différence est minuscule, 1,5% ou 1,8% par an, c'est pas grand-chose. Et c'est là que notre intuition nous trompe encore. Avec l'effet boule de neige des intérêts composés, sur 20 ou 30 ans, ça devient un gouffre. C'est absolument énorme. Prenons un exemple chiffré issu de nos sources. On investit 100 000 euros sur 20 ans. Si on obtient la performance moyenne du marché, cette somme se transforme en environ 466 000 euros. Maintenant, avec un fonds actif typique qui prélève ses 2% de frais chaque année, le capital final n'est plus que de 321 000 euros. Waouh! La différence, 145 000 euros, a disparu. Elle est partie en frais. C'est le prix qu'on paye pour la complexité, pour l'illusion qu'on peut faire mieux que la moyenne. D'accord, donc on oublie la boule de cristal et on achète toute la botte de foin. Concrètement, ça se met en place comment? Les sources parlent d'une méthode si simple qu'on l'appelle l'investissement paresseux. L'idée, c'est que ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes par mois. C'est ça. Le plan est mécanique, simple, et il se résume à quelques étapes. La première, qui est la seule décision vraiment importante, c'est de définir sa répartition d'actifs. En gros, on choisit quel pourcentage de son épargne on met en action, via des ETF, pour viser la performance à long terme, et quel pourcentage on met sur des actifs plus sécurisés. En France, un excellent outil pour la partie sécurisée, c'est le fonds en euros des contrats d'assurance vie. D'accord. Étape 1. Choisir son niveau de risque. Ensuite, Deuxièmement, on utilise les bonnes enveloppes fiscales. En France, le PEA, le plan d'épargne en action, et l'assurance vie sont des outils formidables pour réduire très fortement les impôts sur les gains à long terme. C'est une étape cruciale. Troisièmement, on automatise tout. On met en place un virement programmé chaque mois ou chaque trimestre pour investir la même somme, sans se poser de questions. peu importe si le marché monte ou baisse. Exactement. Que le marché monte ou qu'il baisse, on investit. Ça permet de lisser son prix d'achat et surtout d'évacuer la question angoissante du bon moment pour investir. Attendez, la troisième étape, c'est déjà presque la fin. Ça paraît presque trop simple. J'ai toujours imaginé que l'investissement demandait une attention de tous les instants. Qu'est-ce qu'on oublie? On n'oublie rien et c'est ça qui est le plus difficile à accepter. La quatrième étape est la plus simple à énoncer et la plus dure à appliquer. C'est de ne plus rien toucher. Rester discipliné. La clé du succès, c'est de s'en tenir à son plan quoi qu'il arrive. Il faut apprendre à ignorer le bruit médiatique, les prédictions alarmistes à la télévision, les variations quotidiennes de son portefeuille. C'est une stratégie qui semble incroyablement ennuyeuse en fait. Totalement. Et comme le dit un des auteurs qu'on a consulté, son ennui est son super pouvoir. C'est précisément parce que cette stratégie est simple et ennuyeuse qu'elle fonctionne. Elle nous protège de notre pire ennemi en investissement, celui qui nous pousse à prendre des décisions émotionnelles au pire moment, Nous-mêmes. nous-mêmes. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, le constat est assez paradoxal. Le monde de l'investissement moderne nous offre une liberté de choix sans précédent, avec des milliers d'options accessibles en un clic. Mais nos sources montrent que cette abondance est en réalité un piège. Elle nous paralyse, nous fait regretter nos choix et au final nous conduit à de moins bons résultats. Une faiblesse que certaines plateformes n'hésitent pas à exploiter. Oui, le message principal qui ressort de toutes ces recherches est vraiment à contre-courant de l'image qu'on a de la finance. Pour réussir, la solution n'est pas de devenir un expert capable de lire des bilans comptables ou de prédire l'économie. La solution, c'est d'adopter une simplicité radicale. Une stratégie passive, diversifiée, automatisée et à très bas coût, ça permet de contourner la grande majorité des pièges psychologiques qu'on a décrits. On ne vise pas le portefeuille parfait, on vise une approche suffisamment bonne qui, sur le long terme, se révèle bien meilleure que celle de la plupart des autres investisseurs, y compris des professionnels. L'achat. Mais tous ces principes psychologiques, la surcharge d'informations, la peur du regret, la surconfiance, s'appliquent avec la même force et peut-être même plus au moment de vendre. La question qui reste en suspens est donc la suivante. Si la simplicité est la clé pour acheter,
quelles règles simples et mécaniques pourrait-on bien appliquer pour décider quand et même si il faut un jour vendre ses investissements?